Hello YouTube, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne Nesty Books and Coffee. Aujourd'hui on se retrouve pour le Mid-Year Freakout Book Tag. Je crois que c'est dans cet ordre-là. C'est un petit tag pour faire un bilan à mi-année étant donné que nous sommes désormais en juillet. J'ai un petit peu de retard. C'est un tag qu'on a vu un peu partout, donc je vous listerai simplement les questions en barre d'infos, mais n'hésitez pas à aller voir les chaînes de pas mal de booktubeurs, booktubeuses qui ont fait cette vidéo, et c'est une vidéo que je trouve plutôt intéressante, et puis ça permet de garder une trace, donc je me suis dit pourquoi pas. Vous êtes prêts? C'est parti. Je m'excuse, je ne suis toujours pas très régulière. Normalement, je poste une ou deux vidéos par semaine, le dimanche sûr et le mercredi parfois. Seulement, ça a été très compliqué de tourner ces derniers temps. Je pense que vous n'êtes pas sans savoir qu'il fait très 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 chaud et je vis sous les toits, donc mon appartement est encore plus chaud que prévu. Ça monte à 29 la journée et du coup tous les volets sont fermés et pour tourner c'est vraiment une abomination, il y a le bruit du ventilateur, tout ça, donc j'ai préféré vous épargner ça et honnêtement ça m'a cassé, la chaleur me casse complètement, je suis fatiguée et je ne sers à rien, clairement. Je suis en mode lock, donc voilà, donc je profite de cette journée où la lumière ne va pas arrêter de changer parce qu'il y a des nuages et du soleil et de l'orage. Mais je vais essayer de tourner plusieurs vidéos aujourd'hui pour pouvoir être un petit peu plus régulière, au moins le dimanche, ça c'est sûr. La première question de ce tag, c'est le meilleur livre lu jusqu'ici en 2023. Et je commence déjà à tricher parce que j'en ai choisi deux très très différents, vous allez voir. Le premier que je vous présente, il s'agit de La vie devant soi de Émile Ajar sur cette couverture. Donc Romain Gary, c'était son pseudo. Et c'est un livre très ancien, hein. Là vous voyez c'est les éditions Mercure de France, donc ça commence à dater vraiment. Est-ce qu'on a l'année 1975, donc c'est pas récent, mais c'est un livre que j'ai absolument adoré. Je l'ai écouté en audio sur Nextory et j'ai alterné avec la lecture papier. Dans La vie devant soi, on va suivre un petit garçon qui est un fils de prostituée et qui est recueilli par Madame Rosa. Madame Rosa, elle récupère tous les enfants dont les prostituées ne peuvent pas s'occuper. Et Momo, c'est le petit garçon, il ne sait pas trop d'où il vient et il croit connaître le monde par cœur et tout savoir sur tout, mais en fait il est vite perdu. Et c'est un récit qui est fait avec beaucoup d'innocence, beaucoup de bienveillance. Et ce petit garçon, il va développer énormément de choses, énormément de sentiments envers cette dame qui l'a recueillie, Madame Rosa, qui est marquée par la guerre et par ce qu'on a fait aux juifs, parce qu'elle est juive. Et c'était vraiment incroyable comme lecture, comme écoute. Je vous recommande vraiment la version audio si vous ne l'avez pas en papier, parce que le talent Ah mince, j'ai perdu mon mot. Le talent de la personne qui raconte en tout cas est exceptionnel. Et c'était vraiment un livre poignant et parfois un petit peu drôle et émouvant, et je vous le représenterai dans une autre question, vous verrez, parce que c'est un livre qui ne m'a pas laissé indemne. Vraiment, je vous le conseille à 100%. Dans un tout autre genre, un livre qui m'a vraiment marqué, je vous parle évidemment de Nevernight de Jay Kristoff. Je vous présente ici le tome 2 parce que je trouve que c'est le meilleur tome. Ici on suit donc dans le tome 1 Mia, qui est une jeune fille qui a tout perdu, sa famille a été assassinée devant ses yeux et elle va décider de devenir une assassineuse et de se venger. Elle va rentrer dans une école d'assassins et elle n'est pas tout à fait banale, elle a des sortes de pouvoirs, en tout cas elle peut vous parler aux ombres, contrôler les ombres, et elle est accompagnée d'un chat fait d'ombre qui s'appelle Gentilhomme et qui est un personnage absolument fascinant. Dans ce tome 2, on va suivre une sorte de compétition, un petit peu de gladiateur. Je vous en dis pas trop pour pas vous spoiler, mais en tout cas c'était incroyable. Jay Kristoff ici, il a fait preuve de beaucoup d'habileté dans sa façon de construire le récit. La narration est très particulière et bien faite. Il nous mène en bateau, hein, concrètement, ouais, il nous mène en bateau et on pense aller à un endroit, on pense savoir certaines choses et puis en fait il nous fait un petit tour de crayon et hop, en fait on n'a rien vu venir. C'est un livre qui est assez violent, il y a quand même pas mal de trigger warning, c'est très gore par moments, beaucoup de détails sur les combats et la mort. Mais c'est un livre qui m'a fascinée, c'est une saga que je recommande à tous ceux qui sont fans de fantasy adulte, hein, plutôt,
Dans ce tome-là, on découvre pas mal de choses sur certains personnages et on a des choses qui se mettent en place et qui sont vraiment très très bien amenées. C'est un coup de cœur. C'est une de mes meilleures lectures de l'année, mais même de la fantasy en général. Clairement, c'est... Ah ouais, j'ai un attachement, j'arrête pas d'y penser, j'ai déjà envie de les relire. Mais je n'arrête pas d'y penser. Je me dis, waouh, il s'est passé ça, puis il s'est passé ça, et puis... Oh non, non, mais ce livre... Ah là là. J'ai trop envie de lire d'autres J. Christophe, mais Nevernight, c'était vraiment un coup de cœur phénoménal. La question suivante, il s'agit de présenter une meilleure suite de saga lue en 2023. Je n'ai pas beaucoup lu de suite de saga. Bon, je ne vais pas vous représenter Nevernight quand même, mais je lis beaucoup de tome 1 pour savoir si j'achète les suites, parce qu'avec toutes ces histoires d'édition collector et tout ça, bon, un peu compliqué. Mais la meilleure suite de saga que j'ai lue jusqu'ici, je pense qu'il s'agit de L'Empire des femmes de Cassandre Lambert, publié chez Didier Jeunesse. Dans L'Empire des femmes, on va suivre un univers où ce sont les femmes qui sont au pouvoir. On est dans un milieu matriarcal, dans un gouvernement matriarcal, plutôt dans le style de la Grèce antique, je dirais. Et donc les hommes sont réduits à être des géniteurs. Et parfois ils peuvent avoir un petit peu prendre un peu en grade et puis finalement ils deviennent des nounous en gros. Mais c'est tout ce qu'ils peuvent faire, tout le reste est dirigé par les femmes et les hommes dont on ne veut pas, on les envoie sur une île. Chaque année, un concours est organisé pour les hommes qui sont sur cette île pour pouvoir devenir des géniteurs. Des femmes sont envoyées sur l'île pour choisir les hommes qui participeront au concours et qui ont des chances de plaire. Et les femmes doivent miser sur leur favori. Et on va suivre Adona, qui est la fille de la dame qui organise ce concours et qui est très très importante dans le gouvernement. Sauf qu'Adona, elle n'a pas spécialement envie de choisir un géniteur, elle n'a pas spécialement envie de devenir mère. Et elle se retrouve dans ce concours un peu malgré elle. Et on va suivre à côté de ça Helios, qui est un des garçons qui va arriver sur l'île, dans le concours. Et qui a des projets en tête. Lui, c'est pas son but d'être géniteur, mais vous verrez si vous lisez ce roman. Et j'ai adoré cette duologie, je trouve qu'elle est très très intelligemment écrite. On a une fin qui est assez réaliste, qui est... Ouais, j'ai trouvé que c'était vraiment très très bien écrit. La plume de Cassandre Lambert, elle se lit toute seule. C'est une personne qui a beaucoup de talent et que j'ai envie de découvrir dans d'autres choses. Les personnages, je me suis énormément attachée à eux et encore plus dans ce tome 2 parce qu'on a des personnages dont on n'avait pas le point de vue et on a leur point de vue désormais. Et ça permet de bien saisir les enjeux personnels de chacun et j'ai trouvé que c'était très convaincant, très bien mené et ouais, c'est un livre à lire et je suis contente de voir des sujets tels que le féminisme mais abordés de cette façon où on voit que les extrêmes c'est jamais très très bon. En tout cas, je vous recommande grandement la lecture de l'Empire des femmes. On doit ensuite présenter un livre sorti cette année mais qu'on n'a pas encore lu mais qu'on a très 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 envie de lire. Et j'en ai des tas, mais vraiment des tas. Vous pouvez aller voir ma pile à lire de l'été. C'est la dernière vidéo que j'ai postée, je crois. Et il y a déjà plein de livres qui sont sortis cette année et que j'ai envie de lire qui sont dedans. Mais je vous en représente un parce qu'il traîne de pile à lire en pile à lire. Il s'agit de Absolu, le tome 1, Les Mobilisés de Margot Dessen, publié chez Big Bang. Ici on est dans une dystopie et on va suivre des personnages qui sont mobilisés pour aller dans la zone. Et dans cette zone il y a une créature qu'il faut battre, sauf que personne ne revient jamais de ce combat. Et on va suivre 3 personnages, si je dis pas de bêtises, on en a 2 ici mais on a 3 points de vue. J'ai voulu commencer ce livre mais c'était pas le bon moment. J'avais juste pas le temps et l'énergie et l'esprit à lire. Et je souhaite vraiment le lire parce que je sais que ça a été une belle révélation pour beaucoup de monde. C'est un premier roman de l'autrice et j'ai très envie de le découvrir. Donc j'espère que je vais enfin le faire. La question suivante, il s'agit de vous présenter un livre qui doit sortir cette année et qu'on a très très hâte de lire. Et je vais tricher un tout petit peu parce que quand vous allez voir cette vidéo, le livre sera sorti, il sort demain, donc il va sortir, mais pas pour vous, il sera déjà sorti quand vous verrez tout ça, mais il s'agit du Cœur de fer de Nina Varela, donc c'est la suite de Le Palais des Automae, qui est publié chez Deux Saxus, que j'ai précommandé parce que j'ai adoré le tome 1. Dans le tome 1, on suit donc un univers
où les Automae, ce sont des sortes d'automates qui fonctionnent par magie, qui ont pris le pouvoir et les humains sont devenus leurs subalternes, disons, ou leurs esclaves dans les plus mauvais cas, disons. Et on va suivre du coup la fille du dirigeant Automae et une autre fille qui elle veut se venger parce qu'elle accuse le gouvernement d'avoir tué sa famille, elle accuse cet homme et donc pour cela elle va envisager de tuer sa fille. Et donc on va suivre ces deux personnages qui vont se rencontrer et ça va être bien plus compliqué que ça. C'est un livre que j'ai adoré, que j'ai dévoré je crois en une journée, une nuit, quelque chose comme ça. C'est vraiment un livre que j'ai apprécié, j'ai trouvé la plume très simple mais très efficace. J'aime beaucoup l'univers qui est construit de façon assez claire. On a beaucoup d'éléments comment dire, de sortes de pages où on a des chercheurs de l'univers qui ont écrit des articles, ce genre de choses. On a une belle chronologie qui est présentée au début, donc on comprend assez vite le texte, alors que c'est un livre qui est plutôt court pour, disons, la maison d'édition de Saxus qui fait plutôt des briques. Et j'ai trouvé que c'était un livre assez original avec des sujets qu'on n'a pas souvent, et on a une sorte de romance FF qui se met en place, donc une romance lesbienne, ou du moins une romance entre deux femmes. C'est plutôt rare, donc ça fait plaisir de voir ce genre de représentation dans la fantasy parce que j'en vois assez peu. On passe sur quelque chose d'un peu plus négatif avec ma plus grosse déception de l'année, et je vais encore vous en présenter deux. Le premier, il s'agit de Guild, donc le premier tome de la saga d'Oren, publié chez Hugo Romantesi. Je l'ai écouté en audio parce qu'ils étaient en audio sur Nextory, je crois qu'ils n'y sont plus. Je dis il au pluriel parce que la suite est sortie, je crois qu'on en est à 3 tomes déjà. Et ce premier tome m'a beaucoup déçue. Dans cette histoire, on va suivre Oren, qui est une femme qui a été transformée en or par le roi Midas. Et c'est sa pouliche, c'est le terme utilisé dans le livre, préférée, favorite. Et donc elle est dans une cage dorée et elle n'a pas le droit de sortir. Seul Midas peut l'approcher et lui parler. Et on est dans une relation qui est ultra toxique dans ce tome 1. Je sais que la suite aborde différemment les choses, que Oren prend du plomb dans la tête et qu'elle change un petit peu et qu'elle évolue bien. Mais ce premier tome avait des sujets pour moi qui n'étaient pas spécialement bien abordés. On a une scène extrêmement violente de violence sexuelle. Vraiment c'était presque insoutenable à écouter. Enfin, surtout on écoute sachant que je n'y étais pas préparée parce que quand on se lance dans un livre audio, il n'y a pas de trigger warning. Et les trigger warnings, je sais qu'ils ne sont pas très détaillés, donc même en papier, je pense que j'aurais été un petit peu choquée. Et j'ai trouvé qu'il y avait un gros problème de rythme. La première partie est très lente, le milieu s'accélère, puis on a encore des lenteurs, puis ça s'accélère. J'ai trouvé ça assez désagréable à écouter et ouais, c'est pas un livre qui m'a convaincue, c'est pas un livre que je recommande spécialement. Sauf si vous avez envie de lire un tome 1 pas très très bon et une suite qui est meilleure apparemment. Mais j'ai pas envie de me lancer dans une saga qui fait 5-6 tomes alors que le tome 1 m'a déçu. Ma deuxième déception, il s'agit de The Curious Incident of the Dog in the Nighttime de Mark Haddon, publié ici chez Vintage Classique. Donc c'est un livre en VO qui a été traduit, c'est un classique de la littérature jeunesse. Et on va suivre un personnage qui est atteint de troubles particuliers. Ce n'est jamais dit ce qu'il a exactement, mais ça se rapprocherait du spectre de l'autisme. Et on va suivre son enquête pour trouver qui a tué le chien des voisins. Et ça va partir sur plein d'autres choses, ça ne se concentre pas que là-dessus. J'ai trouvé que le personnage était très intéressant. Je vous renvoie à mon update lecture, j'essaierai de vous le mettre dans la barre d'infos. Parce que j'ai parlé longuement de ce livre, mais en gros j'ai trouvé le personnage plutôt convaincant, le personnage principal, les autres personnages un peu moins, et surtout j'ai trouvé l'intrigue assez inintéressante, suivre cette sorte d'enquête et ce qui se passe dans la vie de, comment il s'appelle déjà, Christopher, ça n'a pas vraiment d'intérêt selon moi, enfin c'était pas très intéressant, ça m'a pas happé. Donc c'est une grosse déception parce que je pensais vraiment aimer ce livre. Après ma plus grande déception, je dois vous présenter ma plus grosse surprise de l'année, jusqu'ici. Et pareil, je vais vous en présenter deux assez différents mais qui ont tous les deux été des très grosses surprises. Le premier, il s'agit de My Dear Fucking Prince de Casey McQuiston, publié chez Lumen. Ici on va suivre le fils de la présidente des États-Unis
qui déteste le prince d'Angleterre. Et c'est un enemies to lovers, ils vont finalement apprendre à se connaître parce qu'ils ont fait une bêtise assez importante et pour éviter l'incident diplomatique, ils vont devoir faire semblant d'être amis et ça va commencer à évoluer et c'est une histoire que j'ai trouvée géniale. J'avais très peur des chapitres longs et c'est pour ça que c'est une surprise, c'est la peur du chapitre long, la peur du côté un peu contemporain et du côté romance qui n'est pas forcément ce que je préfère. Et en fait, c'est un livre que j'ai énormément aimé, j'ai trouvé ça très addictif, les chapitres se lisent tout seuls et pourtant ils sont très longs. Les personnages sont très attachants, ils sont très bien faits. J'ai fait une chronique sur mon Instagram, il est toujours en barre d'infos, n'hésitez pas à me rejoindre là-bas même si je suis pas très régulière. J'essaye quand je tombe sur des livres comme ça qui me happent de faire un petit post. On va aborder l'homosexualité et l'orientation sexuelle en général et comment gérer ça avec une place telle que le fils de la présidente ou le prince d'Angleterre. Et il y a beaucoup d'enjeux politiques et de choses qui se mettent en place, mais ce n'est pas compliqué à comprendre, ce n'est pas lourd à comprendre. Enfin, j'ai trouvé que c'était très bien écrit. Vraiment, cette fluidité dans la plume est très agréable et c'est vraiment une énorme surprise parce que je ne m'attendais pas à aimer autant. Et pareil, le deuxième livre, je ne m'attendais vraiment pas à aimer autant et je vous en parlerai dans un update lecture un peu plus longuement. Mais il s'agit de Legendborn, le tome 1, Légende vive de Tracy Deonn, publié chez J'ai lu. Ici, on va suivre une jeune fille qui va entrer à l'université. Elle va découvrir petit à petit que les chevaliers de la table ronde ne sont pas seulement que des légendes et que peut-être elle est concernée par tout ça plus qu'elle ne le pense. C'était une lecture incroyable, vraiment. Je vous en parlerai en update lecture, c'est sûr, mais ici on aborde le thème de la magie, mais également le deuil et le racisme. Le racisme est omniprésent dans ce livre parce que notre personnage est noir et qu'elle subit beaucoup de choses. Et tout ça mélangé avec de la fantaisie, j'ai trouvé ça brillant, j'ai trouvé ça prenant mais comme pas possible. Il y a certaines scènes qui m'ont choquée et d'autres où je me suis dit mais impressionnant, enfin personne n'avait pensé à faire ça. Je trouve que c'est un livre d'une originalité folle et vraiment je vous le recommande à 100%. La question suivante, il s'agit de vous parler, de vous citer un auteur ou une autrice préférée. C'est un petit peu compliqué parce que certains ne sont pas spécialement nouveaux, je les connais depuis un petit moment, mais disons que ça se confirme. Donc je dirais V.E. Schwab, parce que cette année j'ai lu la duologie This Savage Song et j'ai fini le tome 2 de The Shade of Magic et j'ai adoré Cassidy Blake, Galante, La vie d'Addie Larue, enfin La vie invisible d'Addie Larue l'an dernier. Donc c'est pas une nouvelle autrice préférée, mais en tout cas c'est une autrice que je suis et que j'aime énormément. Et la deuxième autrice que je citerai, il s'agit de Casey McQuiston parce que j'ai lu ses 2 livres cette année, donc My Dear Fucking Prince et One Last Stop. One Last Stop n'a pas été un coup de cœur, mais j'ai trouvé qu'elle l'écrivait vraiment très bien, qu'elle abordait des thématiques importantes, ce qui fait que j'ai très envie de suivre cette autrice et qu'elle pourrait devenir une de mes autrices préférées. Je ne vais pas citer d'autres auteurs parce que des fois je lis seulement une saga qui est coup de cœur, mais j'ai lu que ça de la personne, donc je ne peux pas dire que c'est un auteur préféré. Mais ouais, ces 2-là, c'est déjà pas mal, je pense. La luminosité est en train de disparaître. J'espère que ça ira et que ça sera pas trop désagréable à regarder. Le point suivant, il s'agit de vous présenter un crush fictif. Est-ce que j'ai eu un béguin pour quelqu'un cette année? Je regarde dans ma bibliothèque, on sait jamais. Oh oui, j'ai une idée. Je vous parlerai donc de Kéléana dans Kéléana de Sarah Gimas. Donc ça c'est le tome 1 publié chez la Martinière Jeunesse, devenu la Martinière Fiction. Kéléana, c'est une assassineuse et elle a été enfermée dans une sorte de prison, dans des mines, et elle va être libérée pour participer à un concours pour être le champion du roi et elle sera libre à condition après de gagner ce concours et de faire je crois 5 ans au service du roi en étant sa main armée. Et c'est un personnage qui est assez complexe, qui est courageux, qui est fort, mais qui a aussi beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité. Et dans ce tome 1, elle m'avait beaucoup plu, mais elle m'a encore plus plu dans le tome 2. On découvre plein de choses et c'est un personnage qui est passionnant. Et
et je pense que je m'entendrai très très bien avec, donc oui, on peut dire que c'est un peu un béguin, un crush fictif. J'ai tendance à ne pas crocher sur mes personnages, donc je ne sais pas trop, mais oui, je dirais qu'Eleana. Je dois ensuite vous parler d'un nouveau personnage favori, et là, je vais revenir sur une lecture que j'ai déjà présentée, mais Mia Corveret dans Nevernight. Mia est un personnage que j'ai adoré, qui a, un peu comme Keleana, c'est deux personnages qui se ressemblent un peu sur certains aspects. Ils sont, déjà c'est toutes les deux des assassineuses, mais c'est aussi des personnages qui ont beaucoup souffert et qui essayent malgré tout d'avancer et qui ne se laissent pas facilement aimer et approcher, et qui sont vraiment des femmes badass et courageuses et qui n'hésitent pas à donner de leur personne pour sauver autrui, alors que justement elles ne se laissent pas aimer, donc c'est tout un paradoxe, mais elles sont capables de beaucoup de choses pour les gens qu'elles aiment, et c'est des personnages dont je suis complètement fan, donc ouais, personnage préféré, Mia, dans mon cœur à jamais. Je dois ensuite vous présenter un livre qui m'a fait pleurer. Alors, je l'ai déjà présenté dans la première question, donc je vais pas revenir dessus, mais La vie devant soi m'a beaucoup fait pleurer. Enfin, pleurer. Si, j'ai versé ma larme, quand même. Et c'est vrai que je pleure très difficilement, maintenant. Avant, je pleurais tout le temps sur les livres, mais maintenant un peu moins. Mais si je dois vous présenter un livre qui m'a vraiment émue jusqu'aux larmes, je pense que je vous parlerai de Mémoires de la forêt de Michael Brun-Arnaud, publié à l'École des loisirs dans la collection 9 et illustré par Sanoé. Dans cette histoire, on suit un renard qui tient une librairie, et un jour, quelqu'un va venir lui demander ses mémoires. C'est Ferdinand Taupe. Il a déposé ses mémoires dans cette librairie et il aimerait les récupérer parce qu'il est atteint de la maladie de l'oubli-tout. Ça s'apparente à la maladie d'Alzheimer, et il commence à vraiment perdre la mémoire, et il aimerait se souvenir de certaines choses qui sont écrites dans ses mémoires. Sauf que le renard, Archibald, va lui dire que ses mémoires viennent d'être vendues. Et ils vont donc partir à la recherche de cette personne qui a acheté les mémoires de Ferdinand. C'est un livre qui aborde le sujet d'Alzheimer. C'est un sujet qui est compliqué à aborder, surtout en littérature jeunesse. Ça fait partie de ces maladies qui sont compliquées pour l'entourage, qui sont compliquées pour la personne, qui touchent beaucoup de monde, et qu'on comprend parfois très mal, qu'on a beaucoup de mal à accepter. Et ce sujet-là m'a énormément touchée. Michael Brun-Arnaud a travaillé en milieu médical, ça se ressent parce qu'il sait très très bien ce qu'il dit. Et vraiment, cette histoire, ouais, il y a certains passages où j'ai eu les larmes aux yeux. On n'est pas sangloté, mais ça m'a énormément émue. Je dois ensuite vous présenter un livre qui m'a rendue heureuse, et étonnamment, c'est aussi un livre qui m'a émue, mais il m'a rendue heureuse parce que je trouve que c'est une très très belle histoire. Je vous parle de Annie au milieu de Émilie Chazeran, publié chez Sarbacane dans la collection Exprime. Ici, on va suivre Annie qui est atteinte de trisomie, et on va également suivre son frère, son grand frère et sa petite sœur, si je dis pas de bêtises. Je sais plus. Oui, si, elle est au milieu. Oui. Ah, c'est le titre, elle est au milieu de son frère et de sa sœur. Annie, elle fait des majorettes, sauf que sa prof de majorette va finalement lui dire qu'elle n'est pas assez bien pour la compétition de majorette. Et du coup, la famille d'Annie va décider de prendre les choses en main et de se lancer dans une compétition de majorette en équipe, en famille. On va suivre le point de vue d'Annie, le point de vue de sa sœur et le point de vue de son frère. Et ce que j'ai trouvé génial dans cette histoire, c'est que certes, Annie est au milieu de l'histoire, elle est au milieu de la famille. L'attention tourne beaucoup autour d'elle, mais Émilie Chazeran réussit à rendre justice aux autres personnages de cette famille, aux autres membres de cette famille, pardon. Et on va avoir un point de vue où sa sœur ne sait plus trop qui elle est, elle ne sait plus trop où se placer. Et son frère, c'est un peu pareil, mais ils n'osent pas déranger leurs parents parce que ça a toujours été Annie, le centre de la famille. Ça a toujours été Annie qui avait le droit, entre guillemets, d'avoir des problèmes, et eux ne se sentent pas vraiment légitimes dans leur malheur ou dans leur déception, dans leur tristesse. Et j'ai trouvé que c'était un livre plein d'espoir, parce que jusque là on dirait que j'ai pleuré dessus, mais non, il m'a vraiment rendue heureuse parce que c'est un livre qui est plein d'espoir, qui est beau, qui nous rappelle la beauté de certaines choses très très simples, et qui parle de famille d'une façon que je n'avais pas lue jusqu'ici. La famille est vraiment tout dans cette histoire, et ça fait vraiment plaisir parce qu'il n'y a rien de simple. Les relations sont conflictuelles, mais pourtant, à la fin,
ils réussissent à faire quelque chose d'incroyable et c'est une histoire brillante, lumineuse et qui fait du bien. Je dois ensuite vous citer le plus beau livre que j'ai acheté cette année et on va pas trop traîner parce que c'est une question qui est vraiment basée sur un aspect assez superficiel du livre, mais on a des très beaux objets livres qui sortent en ce moment. Je vous présente La chasseuse et l'alchimiste de Alison Shaft, publié chez Big Bang. Voilà. Ce jaspage, non mais franchement. Voilà, c'est un livre que je trouve magnifique et que j'ai beaucoup aimé lire. Les avis sont très très mitigés, mais je m'attendais pas à grand chose, donc je pense que j'ai été bon public sur ce coup-là. On va suivre Margaret, qui est une chasseuse qui vit toute seule et qui aimerait que sa mère revienne. Et on va suivre, comment il s'appelle déjà, Wes, qui est apprenti alchimiste et qui voulait que la mère de Margaret devienne sa professeure. Sauf que la mère de Margaret est absente et une grande chasse est organisée cette année-là dans le village de Margaret. C'est la chasse au Hala, c'est une créature magique qui détruit tout. Et pour participer à cette chasse, il faut être un alchimiste et une chasseuse. Donc Margaret va dire à Wes, si tu m'aides dans cette chasse, ma mère reviendra parce que tu l'auras convaincue et elle reviendra. Et tu pourras devenir son élève. Wes va accepter et ils vont se lancer dans cette chasse. La chasse n'est pas au centre de l'histoire. Ce qui est au centre de l'histoire, ce sont vraiment les personnages que j'ai trouvés très convaincants. Et pareil, j'essaie de retrouver l'update lecture où j'en parle. Mais j'ai beaucoup aimé ce livre. Et il est vraiment très très beau. La dernière question, il s'agit d'un livre que je dois lire avant la fin de l'année. Il y en a plein que j'aimerais lire avant la fin de l'année, vraiment. Mais celui qui se démarque le plus, c'est L'Empire du Vampire de J. Christophe, publié chez De Saxus. Après le coup de cœur phénoménal qu'a été Nevernight, j'ai vraiment très envie de retrouver la plume de J. Christophe. Et à contrario de Nevernight où il fait toujours jour, dans cette histoire il fait toujours nuit. Et j'ai encore plus envie de le lire maintenant qu'il fait chaud, parce qu'il fait nuit là-dedans, donc il fait frais. Bon. Mais en tout cas, j'ai très très envie de le lire, je ne sais rien de l'histoire, je sais juste qu'on va suivre des vampires. Le tome 2 a été annoncé en anglais, je ne sais pas quand est-ce qu'il sera traduit, mais je sais que De Saxus ne traîne jamais réellement pour la suite. Donc, il faut que je le lise avant que la suite sorte. D'abord, il faut que je le lise avant octobre, parce que je crois que c'est en octobre de l'an dernier que j'ai rencontré l'auteur et que j'ai acheté le livre. Il n'y a pas la date. Mais ouais, il est temps, il est vraiment temps que je le lise. Et voilà YouTube, c'en est tout pour ce bilan de mi-année. N'hésitez pas à reprendre les questions et à me lister vos réponses dans les commentaires ou à me mettre le lien de vos vidéos, page Instagram, tout ça. J'ai très envie de savoir ce que vous auriez répondu à ces questions. Si jamais vous n'avez pas d'idée, vous pouvez mettre un calendrier, parce qu'on fait un bilan de mi-année. Donc je vous mets hop le petit emoji ici, ce sera l'emoji calendrier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à liker et à vous abonner, ça me fait toujours très très plaisir. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo, d'ici là prenez soin de vous. Bye.